l'électorat frontiste qui a pour caractéristique intéressante d'être pratiquement composé à parité, c'est le cas de dire, de femmes et d'hommes. Ce qu'on appelle en sociologie électorale le gender gap, c'est-à-dire la différence qui existe entre la proportion de vote qui est chez les hommes et chez les femmes, à aujourd'hui, tu peux voir un effet, sans doute, de l'arrivée de Marine Le Pen à la tête de ce parti, le gender gap s'est terminé. On constate même que dans une certaine catégorie sociale, qui est celle des employés, le vote des femmes pour le Front National est supérieur au vote des hommes en particulier. Dans cette catégorie particulière d'employés de commerce, employés de grandes surfaces, de magasins, de chaînes diverses et variées, difficilement de concilier vie de famille, surtout quand on est une famille monoparentale avec un emploi, dont les salaires sont extrêmement bas, etc. Bien là, le Front National progresse en petite disparition du gender gap. Deuxième particularité, le vote pour le Front National, de classe d'âge, reste essentiellement un vote des classes d'âge actives. Traduisez-en que, contrairement à l'idée répandue, plus on est âgé, moins on vote pour le Front National. Encore l'inverse, le vote pour le FN décline très fortement à partir de 65 ans et au-delà. On a donc, aux dernières élections municipales, 11% des 18-24 ans qui ont voté Front National. Une catégorie qui commence à monter en proportion, mais où la différence est très nette selon le niveau de diplôme. Autrement dit, le niveau de diplôme reste encore un discriminant fort lorsqu'il s'agit de savoir si on vote, si on est enclin à voter ou si on ne vote pas pour le Front National. La césure, c'est niveau baccalauréat ou diplôme technique, Bac plus 2, ou études supérieures, Bac plus 3 et au-delà. N'en déduisons pas, précision éminemment importante, n'en déduisons pas que les électeurs du Front National sont des Français dénués d'un quotient intellectuel, d'une intelligence suffisante pour faire le choix d'un parti autre que le FN. Ce sont tout simplement des gens qui ont fait des études courtes et qui se retrouvent plus jeunes que les autres, confrontés à un certain nombre de problèmes. Le logement des jeunes, l'accès à l'emploi des jeunes, le niveau de salaire auquel ils sont embauchés. Et puis qui ont aussi, tout comme d'ailleurs la classe d'âge des gens qui arrivent à la cinquantaine, une angoisse par rapport à l'avenir. Parce que, et là j'insiste aussi sur ce point, la question n'est pas de savoir si le vote pour le Front National est un vote de perdant de la mondialisation, comme un certain nombre de mes collègues anglo-saxons l'ont décrit dans les années 90, c'est de savoir qu'ils se considèrent comme des perdants de la globalisation. On peut ne pas être un perdant objectif de la globalisation, en termes par exemple de niveau de revenu, de niveau d'imposition, et même en termes de perspective de carrière. Et avoir tout de même l'impression que l'on est dans une situation ou précaire, ou inférieure à vos attentes, ou tout simplement que nous n'avons plus aujourd'hui, en 2014, la même perspective à offrir les uns et les autres, la plupart d'entre nous, à nos enfants, des perspectives au moins aussi bonnes que celles dont nous avons bénéficié. Cette notion de décenseur social que Hubert Mergier a mis en exergue il y a quelque temps, qui me paraît extrêmement important, parce que le sentiment d'être précaire dans la société aujourd'hui par rapport à la crise économique et sociale que nous vivons est quelque chose qui peut toucher, et touche de plus en plus largement, des gens qui appartiennent à la classe moyenne.
et qui sont donc, j'allais dire, le vivier dans lequel le Front National va tenter aujourd'hui de prendre de nouveaux électeurs. Au-delà du programme économique et social, il y a un déterminant du vote FN qui est, depuis longtemps, extrêmement important, qui est l'opposition, le rejet de la classe politique, des partis de droite comme des partis de gauche. Il y a là aussi un sondage absolument ahurissant et absolument fiable, publié avant les élections municipales, qui montrait que 63% des Français avaient encore confiance dans le maire. Autrement dit, ils pensaient encore que le maire servait à quelque chose parce qu'il agit à un niveau qui est assez visible, assez palpable. Et puis parce qu'ils le connaissent. Dans la plupart des petites villes, des petits villages, on connaît le maire, donc on a une possibilité de porter un jugement qu'on estime objectif sur sa probité et son engagement. Mais 8% seulement des Français ont confiance dans les partis politiques. Et 23% des sondés seulement ont confiance dans le Parlement. Donc c'est vous dire l'ampleur de cette crise de représentation sur laquelle surfe le Front National, avec un avantage qui évidemment ne peut pas se démentir pour l'instant, c'est qu'il n'a jamais été associé à aucune coalition de pouvoir, que ce soit au plan local, au plan régional, au plan national, et notamment au plan national. Donc il a effectivement beau jeu de se présenter comme celui qui constitue l'alternative globale, puisque ce que cette alternative apporterait à la France en termes de gouvernance ne peut pas être ramené à une expérience quelconque de gouvernement. Donc, encore une fois, le positionnement anti-système contre le système UMPS, c'est le cœur de la campagne française. Ça va l'être pour ces élections européennes également, puisque la campagne du Front National va se faire sur le thème. Pour ce qui concerne la politique européenne, le Parti socialiste et l'UMP et les centristes sont au fond les deux faces de la même médaille. Les deux sont européistes, les deux ont appelé à voter oui. Les deux cautionnent la politique de la Commission européenne, etc. Où cela peut-il emmener? C'est évidemment la question de savoir où peut s'arrêter, quel est le plafond de verre de l'ascension électorale du Front National. Pour l'instant, revenons aux réalités. L'arrivée au pouvoir du Front National ne sera pas le résultat de la volonté du seul Front National. Il faudra bien que quelque chose se débloque chez ceux qui, à droite, ont exercé et exerceront encore, je l'espère, la responsabilité gouvernementale. Si le Front National arrive un jour au pouvoir, ce ne sera pas, à mon avis, par une victoire à l'élection présidentielle, parce que là, c'est clair, il faut 50% des voix plus une. C'est plus probablement par une vaste recomposition du paysage politique à droite et par la fin de l'ostracisme dans lequel les partis de droite, l'UMP et centristes, tiennent le Front National. C'est tout l'enjeu de l'entreprise de dédiabolisation. C'est l'entreprise de dédiabolisation par Marine Le Pen. Elle a pour objectif de faire cesser ce cordon sanitaire que les déclarations intempestives de son père et certaines des idées de son père avaient au fond rendu inévitable. Personne ne pouvait à droite gouverner avec Jean-Marie Le Pen compte tenu de ces provocations répétées qui n'en étaient pas d'ailleurs à mon avis, plutôt qui étaient des provocations thermomètres. Je m'explique. Régulièrement, Jean-Marie Le Pen mettait le thermomètre dans l'eau pour sentir un petit peu où en étaient les Français sur un certain nombre de sujets. Sur la Seconde Guerre mondiale, sur les Juifs, sur l'inégalité des races. C'était pas un dérapage, ça n'était pas quelque chose qui lui échappait, parce que Jean-Marie Le Pen est quelqu'un qui contrôle son discours. C'était une façon de voir jusqu'où on pouvait aller loin. La réponse, elle a été simple. Il y avait dans les années 90 des sujets sur lesquels on ne pouvait pas les autres. Marine Le Pen en a pris la mesure, me semble-t-il, et c'est précisément la raison de ces changements de langage et de pratique dont on verra quelques mois après les élections municipales dans les villes que le Front National a conquises,
s'ils correspondent à une réalité. Moi, je fais partie des gens qui, dès le soir du premier tour, après la victoire de Steve Briouat et de Beaumont, on dit attention, avant de faire procès aux nouveaux élus frontistes, il faut regarder ce qu'ils font. Rien ne serait pire qu'une campagne de démonisation des élus frontistes avant même qu'ils aient pris des mesures. Parce que les électeurs ont parlé. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas leur expliquer, comme certains ont essayé de le faire à Hénin Beaumont, qu'ils sont plus de 50% de votés qui ont choisi un parti fasciste. C'est un peu court comme réponse. Il va falloir par contre regarder ce que donne cette gestion. Regardez si les mêmes errements qui ont existé dans la gestion municipale des 4 villes conquises en 1995 se reproduiront dans les 11 communes gagnées en 2014, plus les 3 villes du Sud, ou si au contraire le Front National a appris quelque chose de la gestion municipale passée, et s'il a été capable de faire émerger une nouvelle génération d'élus de cadres qui sont véritablement en capacité d'être des élus locaux de qualité, gérant correctement leur boutique, et la gérant au profit de tous. Mon avis est qu'il y aura des réponses extrêmement variables selon les endroits. On en a déjà un certain nombre de signes avant-coureurs. Donc voilà ce que je peux vous dire sur, en tout cas, le corps français. On m'a demandé de parler également du phénomène au plan européen, mais je ne sais pas si il ne vaut pas mieux déjà peut-être aller aux questions sur ce qui était tout de même la partie principale de l'exposé. Bon, écoutez, merci beaucoup pour cet exposé très clair, très informé, très utile pour nous tous. Rapidement, on pourra abandonner la parole à la salle. Oui, c'est le terme de diabolisation qui m'intéressait. Je crois Marine Le Pen qui l'a avancé. En tout cas, il a été repris de manière quasiment unanime par les médias. Et moi, c'est un terme qui a été critiqué, parce que dédiaboliser, ça signifie qu'auparavant, on a diabolisé. Or, diaboliser, bon, c'est un terme péjoratif. De toute façon, aujourd'hui, maintenant, en tout cas, de toute façon, qu'on dit prendre pour du émissaire, stigmatiser, etc. Ça veut dire qu'on aurait à tort stigmatisé le Front National en lui faisant un mauvais procès, et qu'enfin, maintenant, on aurait levé ce mauvais procès, on aurait accepté de le voir dans sa vérité virginale. Donc, je n'aime pas du tout le terme de diabolisation. Je me suis demandé s'il ne faudrait pas parler de normalisation. Et là, les mots ont leur importance. Hein. Ou peut-être, ça c'est une hypothèse, hein, de défascisation. À supposer que le parti Jean-Marie Le Pen ait été fasciste, qui peut discuter. En tout cas, il est clair qu'il avait pour des références, une problématique, une thématique, disons, d'inspiration pétainiste, OS, Algérie française, avec des anciens, la faiblesse Charlemagne, etc. Bon, ça transparaît aussi dans ces coups thermomètres que vous avez évoqués. Et donc, ça crée une sorte de thématique, comme que vous avez vu un parti d'extrême droite classique. Bon. Alors maintenant, est-ce que cette mutation qui est en cours au Front National, dont vous avez montré que c'est plus quand même qu'un simple changement de langage, et ça implique aussi un changement de programme, surtout de tirer point précis, est-ce que ça met en place un processus progressif de défascisation? Bon, là, on a un précédent qui est intéressant à analyser, c'est, bizarrement, peu de gens en parlent en France, c'est le précédent de la Lenza Nazionale en Italie, le MSI italien, qui était vraiment un parti, franchement, d'inspiration fasciste, d'origine fasciste. La petite fille Mussolini en faisait partie, elle était de filiation de la République de Salo. Bon, or, fini dans les années 90, me semble-t-il, a entrepris, 95, a entrepris donc de le défasciser, c'est-à-dire en faire un parti conservateur de droite, de répudier ouvertement l'antisémitisme, le racisme, et il est devenu un parti de gouvernement, il s'est allié à Berlusconi. Bon, il a phagocyté par Berlusconi, qui était plus malin, plus efficace que Fini. Ce qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. Il a été totalement dévoré par le Popolo della Libertà et une sorte de groupuscule après toute une justition. Mais il semble possible de voir certains partis, vraiment de l'extrême droite traditionnelle, entreprendre donc de se rallier au jeu démocratique des partis, devenir autre chose. De la même façon, mais ça, en évitant tout parallèle intempestif, de la même façon que certains partis communistes franchement staliniens ont pu, avec le temps, devenir des partis post-communistes, sociodémocrates, voire même un parti démocrate de centre-gauche en Italie. Bon, mais on ne voit pas sur le même plan fascisme et stalinisme, évidemment, c'est une question un peu plus complexe. Donc voilà, c'est une question que je voudrais avoir votre avis. Alors sur la dédiabolisation, oui, il y a eu effectivement tout un storytelling qui s'est construit à partir de la période de campagne interne entre Marine Le Pen et Berlusconi pour la présidence du Front National. On assistait là à quelque chose de très intéressant. Ce sont effectivement les médias qui ont créé
côtoyé les journalistes qui suivent le Front National depuis maintenant une trentaine d'années, j'y vois un peu les raisons, mais je considère que c'est une erreur. Cette mise en avant du terme dédiabolisation correspondait à deux choses. D'abord, à un positionnement objectif plus radical de Bruno Gollnisch par rapport aux idées que Marine Le Pen défendait. Là-dessus, il n'y a pas photo. Alors évidemment, oui, est-ce qu'on est dédiabolisé quand on est légèrement moins à droite que Bruno Gollnisch? Ça se discute. Deuxièmement, le fait que la diabolisation de Marine Le Pen provenait, comme je l'ai dit auparavant, d'un certain nombre de petites phrases qui l'assimilaient au fascisme, voire au national-socialisme, ce qui va aussi se discute. Et puis on ne les entend plus, ces petites phrases. On se dit donc c'est fini, c'est plus le diable. Et puis troisième point, ça peut paraître anecdotique, mais je crois que c'est infiniment vrai. Suivre le Front National aujourd'hui pour un observateur extérieur, c'est plus facile qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Voilà. On a, honnêtement, y compris physiquement, quand on suit les cortèges du Front National, les manifestations du Front National depuis quelques années, un sentiment de faire son travail dans des conditions normales, pratiquement normales, comme on pourrait les faire. Comme on pourrait le faire en suivant le congrès de n'importe quel autre parti. Comment dire, les choses sont plus tenues, non pas plus normalisées, plus normées. Donc il y a une sorte de police interne des attitudes, de police interne du costume, de police interne des mots. On n'agresse plus les journalistes. Ou alors, quand on le fait, on se fait rappeler alors par le service de sécurité du Front. On dit, bon, attendez, quand même, parle de nous. Faire en sorte qu'ils continuent à le faire. Est-ce que c'est un véritable changement programmatique, idéologique, dans les limites que je viens d'énoncer? Dans les limites que je viens d'énoncer, et avec en plus de ça, par contre, la difficulté qui subsiste pour les chercheurs et les observateurs extérieurs à faire du travail de terrain à la base, parce que le discours devient tellement normé, et les consignes sont tellement descendues de maîtriser son discours, de maîtriser ses attitudes, de maîtriser le contenu de ses signes de campagne, le graphisme de ses signes de campagne, que finalement tout devient relativement aseptisé. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la campagne municipale. Un candidat du Front National, un Facebook un petit peu borderline, les solutions où il expurge, où il est viré. Et généralement, il est viré. Donc il y a une sorte d'aseptisation du discours qui par ailleurs est le résultat aussi tout simplement de nos lois, mais on pouvait écrire des choses dans les années 80 qui n'ont plus été publiables à partir de la loi des Sceaux, et au fur et à mesure que cette loi a été de mieux en mieux appliquée, ça a été normalement publié. Ça fait toute une euphémisation du discours qui vient derrière, que certains groupes d'extrême droite savent parfaitement faire, puisqu'il existe aussi en absent des gens qui réfléchissent, qui savent formuler autrement, sans tomber sous le coup de la loi, des choses qui auparavant les auraient amenés devant le tribunal. Pour ce qui concerne l'exemple italien, moi je suis très sceptique sur la mise en avant, la mise en parallèle exactement d'une évolution possible du Front National et l'évolution de l'Alleanza Nazionale, parce que le passage du MSI italien à l'Alleanza Nazionale en 1995 a été le résultat de la mutation personnelle profonde, pour le coup sincère, définitive d'un homme, Gianfranco Fini, qui a effectivement été un militant fasciste pur et dur, et qui, à un moment donné, parce que ça se produit aussi dans la vie des hommes, a réfléchi sur un certain nombre de choses, les a formulées, et a fait bouger son parti, finalement, à une pratique de gouvernement qui était extrêmement proche de celle, finalement, de notre VP Sarkozy, c'était même souvent d'ailleurs moins à droite, notamment sur les questions d'immigration et d'identité, que la pratique de Nicolas Sarkozy. Le seul problème, c'est que Gianfranco Fini a terminé tout seul. C'est-à-dire qu'au fond, son parti, dès le moment où
où il a été phagocyté par Berlusconi, a perdu de sa raison d'être, et lorsque les anciens néofascistes ont voulu retrouver un espace politique, ce qu'ils sont en train de faire là en ce moment, autour de mouvements comme la Fratelli d'Italia, la Destra, etc., ils reviennent à leur ADN fasciste. C'est-à-dire qu'on revoit la veuve de Giorgio Engrand, malgré ses 90 ans, servir de figure tutélaire au parti de l'extrême droite italienne, alors que Jean-Franco Fini laissait gentiment chez elle, mais surtout pas dans ce monde. Moi, je pense que le Front National, du moins tant que Jean-Marie Le Pen sera de ce monde, ensuite, je ne sais pas, ne sera pas en capacité de faire cette mutation-là. Par ailleurs, il a un problème de mutation. C'est que malgré tout, les électeurs le choisissent tout de même, avec constance, parce qu'il se démarque des autres partis politiques par des propositions assez radicales sur l'identité, l'immigration et la sécurité. Si du jour au lendemain, Marine Le Pen modifie le programme du Front National pour en faire quelque chose qui est l'équivalent de ce que propose Guillaume Pelletier ou Thierry Mariani, incontestablement, ça perdra un petit peu de son appel électoral. Oui. J'ai deux questions. D'abord, concernant le Front National, peut-être faudrait-il faire une description du fonctionnement interne peu démocratique du FN et qui, me semble-t-il, n'a pas beaucoup changé. Juste un épisode local, le remplacement de la supposée tête de liste municipale ici, qui était vraiment brutalement Jean-Marie Le Penien, par quelqu'un de plus présentable, parce qu'il était démocrate chrétien. Voilà, c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres. La deuxième question, il me semble que pour faire un tableau complet, pour compléter ce que vous avez dit, il faudrait parler de tous ces groupuscules dits identitaires qui ont des liens plus ou moins affirmés, en tout cas en termes de services d'ordre, avec le Front National, et qui disent tout haut ce que le FN d'avant disait lui-même maintenant. Et il me semble que là, le tableau serait peut-être plus complet. Et du coup, ça laisse penser que le FN n'a pas vraiment changé dans le fond, s'il a des amis pareils. Alors, sur le fonctionnement du parti, j'avoue, on peut s'arrêter. Pourquoi ? Oui, c'est un parti où le pouvoir décisionnel est concentré entre les mains de Marine Le Pen et d'un certain nombre de ses proches. Mais l'élection à la présidence du Front National, congrès de Tours en janvier 2011, s'est faite pour la première fois par le suffrage des militants, dans des conditions dont personne en interne n'a dit qu'elles étaient particulièrement viciées. Ça semble avoir été un scrutin, comme on dit, sincère et véritable. Marine Le Pen a obtenu une majorité des voix. Bruno Gollnisch a recueilli un pourcentage qui, honnêtement, ne nous a pas paru, à nous qui avons assisté au congrès, refléter autre chose que ce qu'on voit dans l'appareil, et puis aussi peut-être sa volonté moins forte de conquérir la présidence. Voilà, il y a eu une élection qui s'est faite de manière démocratique. Ensuite, oui, il y a effectivement une rotation assez forte des cadres au plan local. Il en a d'ailleurs toujours été ainsi. Mais quant à dire, enfin, si je veux dire aussi, je suis un petit peu sceptique sur l'idée qui consiste à expliquer que le Front National est un parti à fonctionnement autoritaire par opposition à des partis qui seraient à fonctionnement démocratique. Je ne suis pas persuadé que les choses sont aussi tranchées que ça. Il y a aussi des parachutages dans d'autres formations, il y a aussi des évictions dans d'autres formations, il y a aussi un manque de transparence dans d'autres formations. Régulièrement, on pose la question de savoir, mais le Front National, combien de militants ils disent qu'ils en ont 100 000? Et non, c'est les produits financiers déclarés à la Commission nationale de contrôle, les conditions par le prix moyen d'adhésion, elle a publié 53 000 adhérents, 52 et 53 000. Bon, c'est un chiffre vraisemblable. Et généralement, la réponse, la deuxième question des journalistes, est les trucs leurs chiffres. Et ma réponse, c'est oui, enfin, les autres aussi. Voilà, les autres aussi. Donc, le Front National n'est pas, un parti politique qui vivrait sur une autre planète par rapport à des partis qui auraient eu un fonctionnement vertueux. Il y a effectivement un problème de concentration du pouvoir entre les mains de Marine Le Pen et certains d'une partie de son entourage. Mais d'un autre côté,
c'est précisément ce qui fait la fortune électorale du Front National. C'est précisément ce qui fait qu'un certain nombre de militants étaient particulièrement excédés par les conditions, pour le coup, un peu particulières de l'élection du président entre François Copé et François Fillon, suivi par des rabibochages qui n'en étaient pas, etc. Se sont dit, stop. Nous passons au front, pas une hémorragie de militants, mais en tout cas, nous votons au front, ça s'est produit. Sur la question des groupuscules, moi je vous livre l'impression de quelqu'un qui suit le 1er mai du Front National depuis 1982 ou 3 et qui assiste à un grand nombre de manifestations frontistes. La prochaine étant décidée du 1er mai. Non, le service d'ordre n'est pas assuré par des groupuscules, il est d'ailleurs de plus en plus assuré par des sociétés privées de sécurité qui viennent, compléter les effectifs du service d'ordre officiel du Front National, qui employait bien davantage de monde dans les années 90 qu'aujourd'hui, puisque pour des raisons de rationalisation de gestion, le Front National s'est séparé d'un certain nombre de ses collaborateurs affectés au département protection et sécurité, réduisant les permanences domicile à la portion congrue et faisant donc assurer la sécurité par des gens dont c'est le métier. Moi, j'ai pu constater que la sécurité s'était améliorée du point de vue des observateurs extérieurs, qu'elle n'avait empiré, à partir d'ailleurs d'un moment très précis qui est 1995, le fameux cortège frontiste en marge duquel un jeune homme d'origine maghrébine est poussé dans la Seine et se noie. C'est à ce moment-là qu'effectivement la direction du service d'ordre du Front National prend véritablement conscience du fait qu'il faut faire le ménage. Voilà, faire le ménage. Et le ménage est fait d'abord en interne, rafraîchit un peu, j'allais dire, les rangs du département de protection et sécurité, et ensuite, la crise financière consécutive à la présidentielle de 2007 aidant, il y a un certain nombre de décisions de gestion qui sont prises, et là, j'allais dire, on privatise la sécurité des manifestations. Alors, vous dire qu'évidemment, ça se passe aussi cool que dans le 1er mai syndical, non, véritablement, mais ça se passe tout de même. Normalement, les groupuscules vivent leur vie. Plus personne de l'œuvre française aujourd'hui ne fait le service d'ordre du Front National. Les identitaires ne font pas le service d'ordre du Front National, font le leur. Donc on a vu effectivement l'année dernière, c'était encore arrivé, des militants, des JNR, quelques militants des JNR, qui sont au juillet suivant, présents dans le cortège du FN, pour certains avec des fonctions.